Monsieur Zabi Frédéric, psychothérapeute et éducateur familial est notre personne ressource. Et bien évidemment, vous êtes très intéressé et renseigné par ce qui devrait ou doit se faire en ce qui concerne l'éducation des parents. Enfin, oui, des parents, parce que éduquer le parent pour pouvoir éduquer l'enfant également. C'est vrai que psychologiquement, on se dit on est parent. On n'a rien à apprendre, ça vient naturellement. La femme, la mère qui risque sa vie pour mettre au monde un enfant se dit que j'ai la fibre maternelle et on n'a rien à m'apprendre. Mais quand on écoute humblement, on réalise qu'on a beaucoup de choses à apprendre et tous les jours. Déjà, vous nous avez expliqué qu'il faut sensibiliser l'enfant aux tâches ménagères, familiariser l'enfant aux tâches ménagères. Ça ne veut pas dire non plus faire travailler l'enfant du matin au soir. C'est pas vrai. L'école est obligatoire et l'enfant n'est pas fait pour travailler. Mais il faut le sensibiliser à la réalité de la vie en ce qui concerne l'environnement ménager qu'il aura à gérer toute sa vie. C'est cela. Ça, c'est un premier aspect des choses. Cela, oui. Ensuite, on a parlé également de l'aspect argent. Oui. Acheter une tirelire à un enfant, ça paraît opportun également. Absolument. Lui faire comprendre qu'il faut épargner, se fixer des objectifs, les atteindre, respecter l'argent, compter. Également, ça s'apprend dès le bas âge. C'est cela. C'est cela. C'est cela. C'était le deuxième aspect. C'est ça. Maintenant, nous allons voir le troisième aspect. Oui, et ça, c'est un aspect très important. Il y a beaucoup de parents qui, par manque de connaissances ou par immaturité, souvent, présentent un panel de choix à un enfant. Ça ne doit pas se faire comme ça. Parce que vous risquez alors, comme lui-même il n'est pas mature, il risque de faire des choix qui ne sont pas intéressants pour lui-même. Mais on présente des choix dans quel cadre? En général, quand un enfant n'a pas 10 ans, 11 ans, quand il est en dessous, il faut encadrer ses choix. Il faut lui proposer juste des choix portant sur tout au plus 2 éléments. Sur quoi? Sur son habillement, sur une destination, sur la nourriture? Sur beaucoup de choses, sur presque tout dans la vie. Il y a une question qui n'est pas opportune qu'on pose souvent à un enfant. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Ça ne doit pas se passer comme ça. J'ai du riz à la sauce graine, j'ai du foutou à la sauce arachide. Qu'est-ce que tu choisis? Il a à faire un choix en 2 éléments seulement. Pourquoi? Mais parce que quand vous lui laissez la porte ouverte, alors là, c'est vraiment... il va mettre tout dans le panier. Et ce n'est pas une bonne chose de lui laisser le libre cours, de lui faire plaisir avec ce qu'il aurait envie de manger, qui n'est peut-être pas dans le schéma qu'on a prévu? Il faut peut-être faire plaisir à un enfant, mais il faut encadrer son plaisir. Parce que comme on l'a dit, un enfant, c'est l'immaturité. C'est vrai que c'est un homme, mais en miniature, mais il est immature. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas encore expérimentées. Donc vous qui avez expérimenté ça, il faut que vous soyez là de façon permanente pour encadrer ses choix. Et déjà, comme il est enfant, si vous lui laissez la liberté, comme je l'ai dit tout à l'heure, de choisir entre plusieurs éléments, lui ne sait pas forcément ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Donc, il faut lui proposer 2 choses seulement à la fois. Quand il a un certain âge, en l'occurrence, quand il n'a pas encore 10 ans, en général, il faut lui proposer 2 choses à la fois. Tu as le choix, il y a une jupe avec un petit tricot, tu as ici une robe. Tu choisis entre les 2. Mais si l'enfant dit « je veux pas, je veux la robe que j'ai portée quand je suis allée chez mamie il y a 3 semaines qui est avec Hello Kitty là-dessus ». Il faut lui expliquer. Que quoi? Cette robe-là, vous l'avez portée la dernière fois et tu seras très belle avec cette autre robe. Mais je veux pas, c'est celle-là que je veux. Non. En général, on n'arrive pas à convaincre les gens parce qu'on n'utilise pas les arguments qui puissent les convaincre. Chacun a un argument qui peut le convaincre. Comme dirait quelqu'un, chacun a un prix. Quand vous proposez le mauvais prix à une personne, vous n'allez pas obtenir son adhésion. Donc, un enfant, il est manipulable. Et je pense que la responsabilité du parent, c'est de ne pas... Parce que quand vous donnez trop de liberté à un enfant, ça devient du libertinage. Parce qu'il ne sait pas où s'arrêter. Et pour éviter cela, il faut déjà commencer par encadrer ses choix. Encadrer ses choix. C'est très important, madame. C'est vrai que l'enfant peut vouloir manger telle chose à tel moment et manger telle autre chose à tel moment. Mais c'est le père, la mère. Donc il faut pas qu'on impose dans la violence, mais qu'on explique, qu'on donne des arguments qui puissent convaincre l'enfant. Mais il y a un constat qui a été fait. Vous avez des enfants qui naturellement n'aiment pas manger. On les poursuit du matin au soir pour leur donner à manger. Et on réalise que lorsque on leur permet de dire ce qu'ils veulent manger, ils le mangent plus spontanément. Ça, ce n'est pas des choses à encourager? Mais tout à fait.
Tout à fait. La nourriture, les goûts culinaires, etc., c'est des choses dont il faut tenir compte. Si moi, je ne supporte pas un mets, et c'est ces mets-là précisément qu'on prépare à tout moment à la maison, évidemment que je ne vais pas me prendre du plaisir à consommer ces mets. Donc, il est bon qu'on associe les enfants. Je l'ai dit et je le dis, je le répète encore sur le plateau, il est bon que les enfants soient associés à tout ce qui se passe à la maison. Qu'ils donnent leur avis. On ne dit pas qu'il faut qu'on réalise forcément le déshydratat, mais il faut tenir compte de leur opinion par rapport à la cuisine, par rapport au dressage d'un tableau de bord à la maison, par rapport à la conception même des lois qui régissent la maison. Il faut les associer à tout cela. Par exemple, les sanctions, ce qu'il y a à faire, il faut les associer. Et à chaque fois, leur rappeler la règle. À chaque fois, leur rappeler ce qu'ils ont demandé eux-mêmes. D'accord. Donc, le troisième aspect, c'est circonscrire le choix de l'enfant. Lui donner un option choice, une ou deux options. Voilà. Et dans ce cadre-là, trouver la solution. C'est cela. Mais ne pas le laisser libre cours à son imagination. C'est clair. Très bien. Cela. Et l'aspect suivant? L'aspect suivant, il faut discuter librement de sexualité avec un enfant. Même s'il a 3 ans? Non, pas forcément. Mais même s'il a 3 ans, il y a des choses dont on peut parler avec lui en tenant compte bien évidemment de son âge et de sa maturité psychologique. J'aime bien ce terme, maturité psychologique. Il faut que les parents tiennent compte. L'enfant, c'est de quel âge à quel âge? L'enfant, c'est de 0 jusqu'à 8-9 ans pour certains. D'accord. Il y a la petite enfance, il y a l'enfance. Et dans l'enfance, il y a un peu la préadolescence avant l'adolescence et puis l'âge adulte ensuite. Si vous voulez, on peut définir les stades. Hein. La petite enfance, c'est de 0 jusqu'à 4 ans, 4 ans et demi. Ça, c'est la petite enfance, 5 ans. L'âge scolaire, le CP1, c'est 6 ans. Et 6 ans, à partir de 6 ans, jusqu'à 8-9 ans, on est encore enfant. 9 ans, pour ceux qui sont précoces, on rentre dans la préadolescence. Parce qu'en ce moment-là, il y a les changements physiologiques qui apparaissent. Et donc, après la préadolescence, à partir de 12 ans par là, on rentre dans l'adolescence. Voilà, et l'adolescence continue jusqu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et pourquoi parler de sexualité à un enfant qui n'a pas encore 9 ans et qui pense que les petites filles sortent et puis viennent sur des choux? Voilà, pourquoi lui parler de sexualité? Parce que justement, si on les laisse avec cette image, qui n'est pas vraie forcément, ils peuvent avoir des imaginations qui peuvent leur nuire. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami avec qui j'ai fait le lycée, qui a fait sa première expérience de ce qu'on appelle en anglais le wet dream, c'est le rêve mouillé, c'est-à-dire c'est les mictions nocturnes, quand un enfant rentre en adolescence. Et donc, c'est un garçon, il a fait sa première expérience de miction nocturne, mais il ne savait pas ce que c'était. Et comme il n'en avait jamais entendu parler, il a laissé renseigner auprès d'un de ses amis, qui lui a dit, mais attends, ce que tu as là, c'est une blénorragie, une gonocoxie. Il lui a cité toutes ces maladies avec des grands mots. Et l'enfant, il ne comprenait rien, mais il était inquiet comme on ne pouvait pas imaginer. Très inquiet parce qu'il s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai? Il va voir un autre pour lui demander, mais la blénorragie, la gonocoxie, comment on attrape ça? L'autre dit, c'est par des rapports sexuels. Il dit, mais moi, je n'ai jamais eu de rapports sexuels, donc comment ça se fait que j'ai la blénorragie, la gonocoxie? Il était très inquiet, il en a fait une maladie pendant un temps fou. Juste parce qu'il n'avait pas l'information. Quand on lui a expliqué enfin que ça n'avait rien à voir avec une maladie, qu'il était en train de devenir un homme, il a été soulagé. Très soulagé. C'est vrai, les filles également, avec les menstrues, également, il ne faut pas qu'elles aient l'impression qu'elles sont blessées, qu'elles sont en train de se vider de tout leur sang, par exemple. Mais d'un autre côté, pourquoi voler l'enfance? Pourquoi voler cette magie de l'enfance où on pense que les enfants naissent dans les choux et on pense que le Père Noël existe, s'ils ont toute une vie pour le réaliser aussi? C'est vrai qu'il faut laisser à l'enfant le droit de rêver. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'information vient nous trouver dans notre maison. Et l'information vient nous trouver à un moment où les parents, ils sont généralement pas là. Et quelle information vient nous trouver à la maison? Aujourd'hui, un enfant, il a la possibilité d'avoir le net sur son portable, d'avoir le net sur l'ordinateur que le papa ou maman lui offre à la maison. Et en un clic, on a tout ce qu'il faut savoir sur tous les sujets. Quand vous ne dites rien à votre enfant, lui va se renseigner lui-même. Et très souvent, avant même d'arriver au net ou au portable, il commence d'abord par ses copains ou ses copines qui peuvent lui donner des informations erronées. Si vous ne lui donnez pas la bonne information,
il reste avec cette information erronée dans la tête. Et il s'est fait tout un monde, tout un film à partir de cette information qui n'est pas bonne. Donc il faut corriger la chose parce que vous êtes la première référence de l'enfant. Vous êtes le premier contact qu'il a avec le monde extérieur. Donc vous êtes celui qui doit lui apporter les informations et les bonnes informations. Ça m'amène à vous poser une question très sensible. Oui. Alors, on parle de préadolescence, d'adolescence, on parle toujours des enfants. On a parlé également de première émission nocturne en ce qui concerne les petits garçons, enfin les jeunes hommes. Il fallait qu'ils en aient conscience pour ne pas penser que c'est la gonocoxie ou bien la blénorragie. Et les filles également, quand on contraception, par exemple. C'est la mère qui doit expliquer à sa fille d'abord les changements physiologiques qui vont survenir et puis comment sa vie sera régulée par justement son cycle. Mais l'étape suivante, c'est parler de contraception. Alors, ça a toujours été un grand débat à travers le monde pour ou contre. C'est-à-dire laisser la petite fille, la jeune fille, aller se faire enceinter par ignorance ou par peur et puis aller chercher à avorter, mourir, ou bien pousser la fille très tôt à se prendre en charge avec une contraception pour pouvoir ne pas mettre en danger sa vie et puis également sa procréation. On a toujours eu l'impression que c'était également la pousser dans les bras d'un homme. Ça a toujours été un débat. Quel est votre avis là-dessus en tant que psychothérapeute et puis éducateur familial? Madame, c'est un débat assez sensible, comme vous l'avez dit, parce que ça fait intervenir les notions de foi, de culture. Et là, c'est un peu délicat quand on doit aborder les questions de foi, parce que autant que nous sommes, autant chacun a sa foi. Donc moi, je n'entrerai pas à donner des conseils, je ne me hasarderai pas à donner des conseils suivant la foi de quelqu'un. Mais je dirais simplement qu'il faut présenter à quelqu'un les dangers qu'il court quand il y a une situation qui se présente. Lui présenter un tableau et à lui de faire le choix, en lui expliquant le bon côté et les mauvais côtés. J'ai un enfant qui est en préadolescence, moi je le fais asseoir, je lui dis, l'éducation que j'ai à te donner, ça va porter premièrement sur les dangers qui te guettent. Quand tu es une fille, tu peux tomber enceinte. Et quand on tombe enceinte, on fait un enfant. Et quand tu as 12 ans que tu as un enfant ou à 13 ans que tu as un enfant, tu n'as pas les moyens de pouvoir assumer. Et donc, c'est dangereux pour toi-même. Je lui expliquerai ça. Il n'y a pas qu'un enfant qu'on peut avoir quand on s'adonne à des pratiques sexuelles tout de suite précocement, sans précaution. Il y a également beaucoup de maladies sexuellement transmissibles qu'on peut attraper. Et il y a beaucoup d'images qu'on a souvent en croyant qu'il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles qu'on attrape seulement quand on va dans le lit avec quelqu'un. Je vais lui expliquer qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au lit. Parce qu'il y a des maladies qu'on peut attraper même avec des manipulations, avec juste les doigts, les jeux amoureux. On peut attraper certaines maladies, comme l'hépatite virale, comme certaines maladies qui sont manuportées, comme par exemple le virus qui donne le cancer du col de l'utérus, par exemple. Je vais lui expliquer cela, que c'est dangereux. Il faut lui expliquer. Parce que c'est quand on n'explique pas qu'on n'a pas conscience du danger. Donc, je vais lui expliquer toutes ces choses. Et je me dis que je vais également lui expliquer que l'utilisation d'un préservatif, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, pour ma foi, moi, j'explique à mes enfants que le préservatif, par exemple, c'est quelque chose auquel il faut qu'ils s'habituent. Parce que, premièrement, ça préserve des grossesses. Deuxièmement, ça préserve des maladies sexuellement transmissibles. Mais ce n'est pas que je les encourage de ces faits-là à aller se jeter dans les bras des hommes. Mais la lisière est quand même très fine. Quand un père ou bien une mère dit à l'enfant « utilise des préservatifs », c'est un accord tacite. Je ne lui dis pas d'utiliser le préservatif. Je lui dis que l'utilisation du préservatif va l'emmener à se conserver. Et c'est un tout, l'éducation, comme je l'ai toujours dit, c'est un tout. Je vais lui donner des valeurs qui vont lui permettre de ne pas franchir le pas. Parce que quand la plupart des parents, madame, il y a beaucoup de choses qu'ils ne font pas. Ils ne sont pas là permanents auprès des enfants. Ils ne répondent à aucun besoin des enfants. Débrouille-toi à 13 ans. Comment un enfant de 13 ans va se débrouiller? Comment une petite fille de 13 ans va se débrouiller? Quand on lui dit ça, et puis après on lui dit non, tu sais, le préservatif, il ne faut pas l'utiliser, c'est pas ceci. Mais il y a un manque au préalable. C'est un tout. Il faut que les choses soient il faut qu'il y ait une certaine congruence entre les choses qui ont été préalablement dites et puis les choses qui suivent. C'est très intéressant, très riche. J'ai toujours beaucoup de questions à poser, mais il nous reste 1 minute. Quelle est la synthèse? Je peux dire que l'objectif pour un père, c'est d'avoir un successeur de valeur. L'objectif pour une mère, c'est d'avoir une fille qui va être une bonne femme dans un foyer. Et ces choses, ça s'apprend
dès le bas âge. Et le bas âge ici, pour moi, c'est déjà le berceau. Sinon, 2 ans, on peut apprendre ces choses-là aux enfants en tenant compte, bien évidemment, de ce qu'ils sont. Et on peut le faire en leur donnant toujours des limites. Parce qu'un homme n'est véritablement un homme, une femme n'est véritablement une femme que quand elle a des valeurs qui l'empêchent de franchir les pas. Et ça, c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas de dresser des barrières, mais les barrières, il faut les dresser dans la tête pour qu'on ne les franchisse pas quand on est à l'extérieur. Voilà ce que je peux dire comme synthèse, madame. Monsieur Zabi Frédéric, infiniment merci pour ces leçons de vie et puis l'encadrement des enfants. On vous joint comment? Au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Je vous remercie. Merci infiniment, madame. Je vous en prie. Excellente journée à vous. Vous également. Elle s'appelle Christelle Akussa, elle signe la réalisation Une transition avant de parler météorologie. À tout de suite.